Vous êtes donc dans la table ronde numéro 4, intitulée « Marché de l'éducation et de la recherche en management, quelle stratégie ?» Et le sous-titre est important, « Concurrence entre établissements de formation et de recherche en management dans le monde ». 3 dirigeants d'établissements français donnent leur éclairage stratégique. Mon nom est Thomas Durand, je suis professeur à l'École centrale, Paris, et par ailleurs président de la Société française de management. À mes côtés, Stéphanie Dameron, qui est professeure à l'IAE de Rouen et qui va m'aider, ou que je vais aider à animer cette table ronde et qui va en particulier faire une introduction dans un instant. Et puis nos 3 intervenants sur le panel. À ma droite, Laurent Bach, président de l'Université de Paris-Dauphine, Bernard Ramanantsou, directeur général du groupe HEC, et Jérôme Cabi, directeur de l'IAE de Paris. Vous constatez que nous avons choisi des dirigeants, des patrons d'établissements de formation qui correspondent à la diversité du panorama des établissements français et que nous avons par contre un biais qui est celui d'être très parisien dans ce panel, mais en même temps c'est pour essayer de faire en sorte que, au sens méthodologique, on ait un échantillon qui permette d'éviter que d'autres phénomènes viennent interférer, même si encore une fois on aurait pu avoir bien sûr des patrons d'établissements venant d'autres établissements français. Stéphanie, tu nous lances la discussion autour de l'internationalisation et des stratégies d'établissement ? Écoute, merci Thomas, tu l'as déjà fait en partie. Je vais effectivement essayer de repositionner cette table ronde dans le cadre de cette journée. Ce matin, la table ronde numéro 1 sur la formation et la recherche en management à la croisée des chemins a permis de planter le décor de ce qu'on peut considérer, somme toute, comme maintenant une véritable industrie concurrentielle. L'objectif maintenant est de prendre du champ, notamment du champ du point de vue de notre espace de jeu, notre espace géographique concurrentiel, pour raisonner non plus dans un cadre essentiellement franco-français, mais s'intéresser au contexte concurrentiel, à l'international, et travailler dans cet espace finalement mondialisé. On a parlé ce matin du fait que la concurrence s'ouvrait à l'Europe, aux États-Unis, mais également, et on va le constater certainement très rapidement, aux pays émergents, l'Inde, la Chine, devenant des acteurs clés et des espaces également clés. Deuxième objectif de cette table ronde, c'est de se concentrer sur des stratégies d'établissement pour voir aussi concrètement quelles peuvent être les réponses aux évolutions de ce contexte concurrentiel, évolutions qui ont été évoquées ce matin. Avant de démarrer, j'aimerais peut-être qu'on resitue ce qu'on entend par concurrence internationale, dans quel cadre on se situe. Effectivement, le jeu concurrentiel met en confrontation nos établissements français face à d'autres établissements dans le monde, et on assiste à un besoin croissant de comparaison. Nos professeurs, nos étudiants sont de plus en plus mobiles et ont besoin de choisir, de savoir comment comparer nos établissements, et donnent un poids ainsi croissant à la fois aux instances d'accréditation, mais également aux journaux qui font des classements des établissements sur certains critères. Et associé à ce besoin de comparaison de la société, eh bien, nos établissements ont besoin également de se différencier, parce qu'ils se retrouvent face à cette concurrence. On a parlé des problèmes de consolidation ou de segmentation ce matin. Besoin de se différencier. Et en même temps, c'est délicat de se différencier lorsqu'on, en tout cas si, on suit de manière parfois peut-être un peu moutonnière les critères indiqués dans les classements de certaines revues. Donc deux tensions auxquelles on assiste à l'heure actuelle, à la fois besoin de comparaison et besoin de différenciation. 4 thèmes, on va essayer d'animer cette table autour de 4 thèmes. Le premier traitera finalement du business model, très concrètement,
quels sont nos portefeuilles d'activité, quelles sont nos sources de revenus, comment faire face, somme toute, à cette concurrence, avec quels moyens. Deuxième thème évidemment lié, qui est celui de nos marchés. Et nos marchés sont doubles, le marché des professeurs et le marché des étudiants. Quatrième thème, qui est le thème de nos relations, somme toute, entre nous, et pas seulement dans le cadre évidemment français, mais le cadre international. Où en sommes-nous finalement de la coopétition, des alliances, des partenariats, mais aussi de notre segmentation stratégique. Et y a-t-il une segmentation stratégique ou y a-t-il des évolutions à l'heure actuelle des groupes stratégiques dans lesquels se situent les établissements? Et enfin, dernier lieu de réflexion, existe-t-il des stratégies collectives qui nous permettent d'avoir une démarche, on va dire, proactive sur la normalisation de ce marché dans lequel nous nous trouvons. Et bien maintenant, je crois qu'on peut laisser la parole à nos chefs d'établissement. Alors pour faire ça, je vous propose qu'avant de traiter les 4 thèmes que Stéphanie vient d'évoquer et qui ne sont pas là par hasard, Stéphanie et moi avons commis un ouvrage sur le futur des business schools et leur stratégie en anglais qui est paru en début d'année. Et on a essayé de structurer des choses autour de ça. Mais avant ça, il serait quand même bien que nos 3 patrons d'établissement nous parlent un peu de leur maison et de leurs priorités. Donc je vais demander à chacun d'eux, à grands traits, de nous esquisser ce qu'est leur grande maison, leur petite maison, leur moyenne maison, ce qu'est leur maison, en termes par exemple de nombre d'étudiants, de nombre de profs, maîtres de conf, le pourcentage d'étudiants étrangers, le budget global de l'établissement, le nombre de docteurs ou de docteurs par an, le flux ou le stock, enfin qui nous disent des choses un peu sur la maison et leur positionnement. Très rapidement, je vais peut-être proposer à Jérôme de commencer avec l'IAE de Paris. Merci. Donc, l'IAE de Paris donc, est un des 31 IAE qui existent en France. On est réunis au sein d'un réseau. Alors ceci dit, comme au sein de tout réseau, il y a une certaine diversité au sein de ce réseau et l'IAE se différencie, puisque c'est le terme de différenciation qui a été utilisé par Stéphanie Dameron de façon liminaire, par différentes choses. Tout d'abord, nous sommes un établissement public et nous sommes rattachés à une université qui est l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous comptons 1671 étudiants, j'ai des chiffres relativement précis puisque j'ai rendu mon contrat quadriennal il y a 2 jours. Parmi ces 1671 étudiants, on en a 77% en formation continue, ce qui là aussi nous signale de façon très contrastée par rapport à d'autres établissements d'enseignement supérieur au management. Et sur les 23% qui restent, il y en a 13% en apprentissage. Et donc en formation initiale dite classique, nous n'en avons que 10% parmi nos 1671 étudiants. Alors ça nous donne une structure de financement aussi relativement originale dans le secteur public, puisque nous vivons pour 75% sur nos ressources propres, les apports de l'État se montant à 25% de nos ressources. Autre facteur de spécificité, nous avons 95% de nos étudiants qui sont au niveau M2, et selon 2 grands types de diplômes, mais rien que de très traditionnels. D'une part, plutôt des MBA, donc des diplômes M2 destinés à des étudiants en formation continue, en apprentissage ou en formation initiale n'ayant pas étudié la gestion auparavant. Et puis, d'autre part, des masters de management avec différentes spécialités très classiques, RH, finance, marketing. Nous avons une petite licence professionnelle, mais c'est 25 étudiants sur 1671. Et puis nous avons aussi un programme doctoral qui est commun avec HEC et puis avec une partie de l'ENSAM et de l'ESTP. En termes de nombre, pour vous donner encore quelques chiffres, l'établissement compte 53 administratifs et une quarantaine d'enseignants-chercheurs, donc ce qui fait un personnel total d'un peu plus de 90 personnes. Alors, notre stratégie, eh bien, elle est fondée sur la maîtrise de nos savoir-faire. Et pour l'essentiel, c'est donc la formation continue. Et en matière de formation continue, de la formation continue part-time, puisqu'on est assez peu présent sur des formations continues full-time. Et nous offrons l'ensemble de nos masters en part-time, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et comme nous sommes un établissement de service public, l'esprit ou la mission qu'on peut peut-être attribuer à notre établissement, c'est de démocratiser l'accès à l'élite au travers de nos actions de formation continue.
Alors en matière d'internationalisation, je ne sais pas si je développe tout de suite. Peut-être dans un deuxième temps. Peut-être dans un deuxième temps, ça suffit peut-être pour présenter. Super, merci Jérôme. Peut-être de la même façon quelques grands traits. Laurent, tu veux nous parler de Dauphine? Laurent Bache, président de Paris Dauphine. Merci. Alors en termes de chiffres, donc Dauphine, ce sont quelques 8500 étudiants. Donc c'est une petite université. C'est la moitié de Paris 2 à Sas, c'est la moitié de Paris 3 Censier, c'est plus petit que Cergy-Pontoise. Terrible quand même. Bon. Mais on est quand même focalisé sur quelques disciplines et donc sur nos disciplines, c'est quand même une concentration significative. Nous avons sur ces 8500 étudiants, 1500 étudiants en formation continue et 500 doctorants. Le corps enseignant est composé de 350 enseignants-chercheurs permanents et ça c'est vrai que c'est une vraie force, même si de notre point de vue ça n'est pas suffisant. La question de la taille n'est pas une question en soi. La question c'est d'avoir précisément une concentration d'enseignants-chercheurs importante. Et c'est dans la mesure où elle est liée au nombre d'étudiants que la question de la taille devient un problème. Nous sommes rankés sur Shanghai, s'il vous plaît. Total respect. Nous sommes, bon, on en reparlera si vous voulez, nous sommes 6e. Nous sommes 386e. Oui, mais nous sommes rankés. Alors je dirais que Dauphine, c'est une université sélective et professionnalisante, si je voulais résumer les choses. C'est-à-dire que nous avons essayé de prendre le meilleur du système universitaire et des écoles. Bon, des universités, ce que nous prenons, c'est, je dirais, la tradition académique d'abord, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on est génétiquement des universitaires. Deuxièmement, c'est le recrutement post-bac. Nous avons une pédagogie universitaire, on n'est pas classe prépa, concours, etc. Et troisièmement, ce que nous gardons également de l'université, c'est un champ disciplinaire assez large. C'est-à-dire que nous ne sommes pas totalement pluridisciplinaires à la manière d'une grande université complètement intégrative, mais en revanche, nous sommes plus larges que ce qu'on appelle traditionnellement une business school. Bon, même si ça dépend des cas. Ce que nous avons pris des écoles, c'est deux choses. C'est d'abord la sélection à l'entrée, puisque nous sélectionnons nos étudiants. Et ça change tout, parce que ça veut dire qu'une fois qu'ils sont sélectionnés, ils valident leur parcours et que l'université, au lieu d'être une centrifugeuse qui exclut les étudiants, est au contraire une université qui les agrège. On a des effectifs en pyramide inversée. On en a plus à la sortie qu'à l'entrée. Bon. Et puis deuxièmement, nous avons pris, je crois, aux écoles également, même si ça fait longtemps, mais la professionnalisation indéniablement. Donc on est un être hybride. Et ce n'est pas forcément mauvais d'être un être hybride. Nous sommes la Toyota Prius de l'enseignement supérieur, essence et électricité. Bon. Dernière chose, nous avons, je crois, une originalité. Alors, je ne sais pas si on a su la garder ou la cultiver, mais en tout cas, elle est importante. C'est le projet qui a été fondé autour d'un enseignement pluridisciplinaire qu'on n'a pas trop su baptiser, parce que c'est plus large que les sciences de gestion au sens section disciplinaire. Alors, on a dit sciences des organisations et de la décision, mais on a voulu que l'enseignement qui soit dispensé aux futurs cadres et contrôle gestionnaires intègre une formation en mathématiques appliquées, en sciences sociales, en sciences politiques, en informatique, etc. Et ça, c'est vrai que c'était un beau projet qui est difficile à gérer, parce qu'après, une fois que les disciplines sont dans la boutique, chacune tire dans son sens et les facteurs d'hétérogénéité réapparaissent. Mais en tout cas, c'est un projet en tension qui est un projet intéressant. Merci. Merci Laurent. Nous nous tournons vers Bernard Ramalandsou, directeur général d'HEC. Alors lui, il a intérêt à faire attention à nous citer ce qui est dans les échos d'aujourd'hui, parce que tous ces chiffres sont là. Et on va voir s'ils se recoupent avec ce qu'il a raconté aux journalistes ou s'il y a un problème de transmission. Bernard. Si tu te mets à croire ce qu'il y a dans la presse, il y a une faiblesse scientifique de ta part. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Donc, à HEC en quelques chiffres, si je puis dire. Alors, ça dépend si je veux grossir ou maigrir. Dans les programmes diplômants d'HEC, aujourd'hui, il y a 3800 étudiants. Ça, c'est pour faire gros. Mais ça inclut tous les gens qui sont dans les programmes diplômants. Donc, ça commence à la grande école et ça se termine, si je puis dire, dans l'exécutif MBA qui est diplômant. Et donc, si je fais l'ensemble de tous, 3800. Ceci étant, il faudrait être donc plus précis après, et donc amoindrir un peu ce chiffre, et notamment quand on regarde les problèmes de taux d'encadrement, puisque par exemple, je compte là-dedans les élèves de l'école qui sont en alternance, puisqu'ils ont le statut d'étudiant, mais ils sont 500 en alternance en gros, donc il faut déjà en enlever 500. Et puis sur tout ce qui est formation continue, ils ne sont évidemment pas à plein temps,
et donc ils sont en part-time, et donc il faudrait diminuer si on regarde la question du taux d'encadrement. Alors, sur le plan de l'encadrement scientifique, on a aujourd'hui 105 enseignants-chercheurs, 105 profs, dont 43% d'étrangers. Et depuis quelques années, c'est vrai que le taux de recrutement, le taux d'étrangers parmi les nouveaux recrutés est très élevé. Je vous dis, aujourd'hui, on arrive donc sur le stock à 43% d'étrangers, mais sur le dernier recrutement qu'on a fait en septembre, on en a recruté 13 nouveaux, et il y a 12 étrangers et un Français, sachant que le Français vient de Hong Kong. C'est des débuts d'éléments de réponse sur la stratégie. Sur le plan des chiffres, on va dire, de nature budgétaire, non, j'ai oublié de dire, à côté de ça, il y a 450 vacataires, et nous avons l'équivalent d'une trentaine de ce qu'on appelle des professeurs affiliés, qui sont donc des gens qui viennent de l'entreprise, qui correspondent grosso modo à ce que l'université appelle des professeurs associés. Et on a 80 doctorants en stock, et on produit en docteurs par an entre... le record, ça a été 19 l'année dernière, et on est plutôt sur une moyenne d'une dizaine. Si on regarde les aspects budgétaires, donc là j'espère que je vais en surprendre quelques-uns, le budget global, hein, c'est-à-dire on compte vraiment tout, il est d'à peu près 85 millions d'euros, budget de fonctionnement. Et c'est là où que je vais vous surprendre. Nous ne recevons de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 17%. Donc si j'avais fait un sondage, je pense que beaucoup d'entre vous auraient pensé que c'était beaucoup plus. Et donc c'est 17%. Et donc à titre de comparaison, si vous regardez, je vais lâchement profiter de l'absence de Sciences Po, vous pouvez voir que Sciences Po est au-dessus légèrement de 60%. Donc c'est quand même, quand on fait des comparaisons, un élément important. C'est Sciences Po, quoi. C'est Sciences Po, oui, absolument. Donc, il y a 17% qui viennent de la Chambre de commerce. Le reste, c'est ce que nous appelons, nous, nos ressources propres. C'est-à-dire que c'est nous qui allons les chercher, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de difficulté. Et là-dedans, en particulier, il y a donc 5% qui sont donnés par la Fondation HEC. La Fondation nous donne ce qui correspond sur cette année à 5% de notre budget, que les dons viennent d'entreprises ou que les dons viennent d'individus. En ce qui concerne les investissements, c'est de l'entière responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Enfin, dernier point pour préempter les questions sur les groupes stratégiques et autres. Donc, un dernier élément là, qui vient d'arriver au mois de juin, on a rejoint ParisTech, comme vous l'avez probablement lu dans la presse. Donc on est la 11e école de ParisTech, 10 écoles d'ingénieurs et HEC. Donc voilà en quelques lignes. Là. Merci Bernard. Je vous propose encore un autre petit point de préambule, et après on rentre dans les 4 thèmes que évoquait Stéphanie tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez, sans partir dans un discours stratégique extrêmement construit et long, nous donner soit 3 priorités stratégiques que vous avez, soit 3 problèmes stratégiques auxquels vous vous heurtez et qui vous préoccupent. Je ne sais pas ce qui vous empêche de dormir, mais qui vous préoccupent. On peut peut-être prendre l'ordre inverse et recommencer par Bernard, et puis on redécoule. Ça permettra, et comme c'est une question qu'on n'avait pas traitée en préparant, ça va permettre à Laurent et à Jérôme d'avoir un tout petit peu de temps pour réfléchir à ce que sont leurs problèmes s'ils ne le savent pas déjà. Bernard. Bon. Alors, les trois préoccupations, les 3 problèmes ou les 3 priorités, normalement ça se chevauche. La première, c'est aujourd'hui clairement le recrutement de profs-chercheurs de standards internationaux. La plupart d'entre vous, vous savez que, en fait, quand on analyse un peu la question, ils sont en nombre limité. Comme s'il y avait d'ailleurs quelque part une main invisible qui cherchait à les limiter.
c'est encore plus vrai dans des disciplines comme la finance que dans d'autres, mais c'est un élément qui est très très fort. On comprend à peu près pourquoi ils sont limités structurellement, c'est-à-dire que un des critères pour savoir si c'est un grand prof-chercheur, c'est sa capacité, déjà réalisée ou à réaliser, à publier dans les meilleures revues, ou dans ce qui est considéré comme les meilleures revues. Comme ce nombre de meilleures revues est par définition limité, que le nombre d'articles par revue est par définition limité, donc ça fait un nombre d'auteurs limité, et donc vous avez obligatoirement un problème de limitation du nombre de gens possibles. Et donc là, il y a une bagarre qui est clairement mondiale, et dont l'une des conséquences est évidemment une conséquence de nature financière. Ça, c'est la première préoccupation. Il y a une deuxième préoccupation, c'est d'internationaliser l'institution à travers le recrutement de ces étudiants. Alors, là, je vais prendre 2 minutes. À la fois, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on est à 85% d'étudiants dans le MBA. Et en même temps, on arrive à recruter directement en deuxième année de l'école. Donc, on a recruté cette année, là, donc au mois de septembre, 140 étrangers. Donc ça veut dire que ça y est, on arrive à recruter, y compris sur des produits que d'aucuns prétendent franco-français, je pense de la grande école, on arrive à recruter des étrangers. Sur le MBA, ça a précédé de quelques années. Là où c'est un de mes sujets de préoccupation, c'est que ça y est, le standard MSc, donc dans lequel est la grande école en France, est un standard qui est définitivement européen et bientôt complètement mondial. Et si vous avez lu les articles de Della Braccio dans le Financial Times, elle annonce en particulier, là dans l'article du mois de septembre, elle annonce en particulier que London Business School prépare un Master of Science, etc., pour la rentrée prochaine, et que London School of Economics a ouvert cette année en septembre un Master of Science in Management, pré-expérience de 2 ans. Je peux vous dire, parce que je m'entends très bien avec eux, on a le partenariat Trium, qu'ils ont copié le modèle français. Et ils avaient 800 candidats, ils en ont pris 52 pour la première année. Et ils sont beaucoup plus chers que nous. Et donc ça y est, la bonne nouvelle, c'est que le standard est reconnu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des poids très lourds qui sont en train d'arriver sur ce segment. Enfin, pas besoin de vous faire de dessin. Quand London Business School, London School of Economics, bientôt Instituto di Impresa rentre sur ce segment, ça veut dire que ça va saigner. Donc ça, c'est une deuxième préoccupation. Et la troisième préoccupation est une forme de synthèse des deux précédentes. Oui, j'ai oublié de dire sur les précédentes en particulier, en termes de concurrence, quand je dis que ça va saigner, ça y est, on voit notamment pour la rentrée en deuxième année de l'école, des étrangers qui sont pris à London School of Economics et qui sont pris à HEC, qui ont des GMAT fabuleux, des dossiers extraordinaires, un premier diplôme fabuleux, qui viennent nous voir. Alors, à mon avis, ils disent la même chose à London School of Economics en disant on a vraiment envie de venir chez vous, vraiment, hein, vous êtes les plus beaux, les plus grands, Paris sera toujours Paris, enfin tout ça, même vu de Jouy, mais il rajoute immédiatement quelle est la bourse que vous me proposez. Et ça ne sont pas des bourses sociales, entre guillemets, ce sont des bourses, voilà, c'est tout. Et donc, il y a une bagarre. Et ils annoncent d'ailleurs ce que, alors c'était déjà le cas pour le MBA depuis plusieurs années, ils annoncent ce que les autres institutions leur proposent comme bourses, qui sont en fait des rabais des frais de scolarité, plus des bourses de vie. Et donc là, il y a aussi un autre enjeu. Et donc la troisième préoccupation, en termes un peu de synthèse, c'est que tout ça demande des moyens énormes pour recruter des très bons profs et leur environnement scientifique, et construire leur environnement scientifique, pour les recruter et les garder, hein, d'ailleurs pour être précis. Et puis c'est la même chose pour recruter et pour attirer les meilleurs étudiants. Donc voilà, j'ai des tas d'autres problèmes, mais les 3 priorités, c'est clairement celle-là. Merci, c'est clair, et ça parle, on est au cœur du débat. Laurent. Au risque de lasser, 3 réponses. International, recherche, financement. J'ai l'impression que je répète à peu près ce que vient de dire Bernard Ramanantsoa, sans être certain d'avoir les mêmes moyens que lui pour atteindre des objectifs. Tu veux dire qu'il y en a beaucoup? Absolument. La Chambre de commerce m'arrose, l'État n'en parlons pas, enfin je me vautre dans le luxe. Sans parler des droits d'inscription. Les droits d'inscription, on revicelle, enfin bon, on est tu n'imagines pas, on ne sait pas quoi faire d'argent, on va le placer, on est liquide d'ailleurs en ce moment. Ah oui, c'est-à-dire international, parce que
internationalisation du corps enseignant, on part d'un peu plus loin. 100% de mobilité étudiante, on n'y est pas encore tout à fait, loin s'en faut. On travaille sur des volumes un peu plus grands, mais ça reste bien évidemment un objectif. Pouvoir accueillir des étudiants étrangers, c'est formidable, mais pour nous, ce ne sont que des coûts. Ah oui. Bon. Donc l'international. Deuxièmement, la recherche. Alors le recrutement d'un faculté étranger, bien évidemment. Il faut d'abord essayer de garder ceux qui sont chez nous. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui viennent nous voir, qui disent tiens, j'ai reçu une lettre marrante d'un établissement étranger qui leur dit voilà, on veut internationaliser et ouvrir notre faculté. On cherche des gens compétents. Est-ce que vous en connaîtriez pas par hasard? Bon. Alors, le débauchage est actif. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder et qu'est-ce qu'il faut faire pour les recruter? Mais il faut être capable de les payer au prix du marché et pas au statut de la fonction publique. Bon. Ça veut dire qu'il faut leur offrir des rémunérations complémentaires, puis ça veut dire qu'il faut leur offrir aussi des packages qui sont des packages rémunération, parfois logement et conditions de travail et de recherche en tout cas. Bon. Donc on change complètement de taille, de nature de problème et de braquet. C'était strictement rien à voir avec ce qu'on connaissait encore il y a 5 ans. Et troisièmement, le financement, parce que j'arrête pas d'en parler, mais c'est au fond le problème. Peut-être je serai excessif en disant ceci, mais ce qu'on fait n'est pas fondamentalement difficile à faire. On n'est pas menacé dans notre secteur d'activité par une innovation radicale. On n'est pas un constructeur automobile qui, s'il ne lance pas le dernier modèle avant les autres, perd des parts de marché immédiates. On a des cycles d'innovation relativement longs. Et donc, il faut quoi? Il faut mettre des bons professeurs et des bons chercheurs devant des bons étudiants sur des programmes adaptés. On peut être plus ou moins bon, faire plus ou moins bien, mais fondamentalement, il n'y a pas de secret de fabrication dans cette affaire-là. Problème de marque, d'antériorité, de tradition, tout ce qu'on veut, mais enfin, il n'y a pas un savoir-faire extraordinaire là-dedans. Bon, et donc quoi? Eh bien, et donc, fondamentalement, c'est un problème de financement. Et donc, la question du financement n'est pas une question j'allais dire, subordonnée ou d'appui aux objectifs stratégiques. C'est aujourd'hui, pour un établissement comme le nôtre, hein, c'est la condition clé de tout le reste. Et si on ne règle pas cette question-là, on sera décroché par la montée en puissance des ressources d'autres établissements. Je n'ai ni les moyens d'HEC, ni ceux de Sciences Po, mais on en reparle tout à l'heure. Merci Laurent. J'imagine que ce n'est pas du tout la même situation à l'IAE de Paris. Pareil. Donc, en réponse courte, c'est pareil. Alors, moi, je suis le petit poussé par rapport à mes deux voisins, mais on a exactement les mêmes types de problèmes de recrutement, problèmes d'internationalisation des recrutements et des étudiants, et puis les problèmes financiers qui vont avec, à la fois pour les enseignants et les problèmes financiers pour suivre. Sachant que quand vous êtes un établissement comme le mien qui est déjà à 75% de ressources propres, on était il y a peu de temps à 82% et là j'ai cru comprendre que j'allais repasser plutôt vers 85%, non pas tant parce que j'ai plus de ressources propres que parce que j'aurai moins de ressources d'État. Puisqu'en fait la rémunération à la performance de l'université, ça veut dire que quand vous êtes performant, vous devez trouver les moyens tout seul. Donc c'est pas exactement ce qu'on enseigne, mais voilà. Donc, par rapport à ce qui était dit, j'ai à peu près les mêmes types de choses. Je rajouterais peut-être un point qui est celui de, bien que nous soyons plutôt nous sur une stratégie de niche, alors que les deux établissements voisins sont plus sur des stratégies qui couvrent des créneaux plus larges. Pour nous, des problèmes de taille critique, mais je ne suis pas sûr d'être le seul à avoir des problèmes de taille critique de ce point de vue-là, y compris que lorsqu'on est avec une stratégie de niche. Merci Jérôme. Bon, ça campe à peu près le décor sur les 3 établissements qui sont devant nous, mais qui sont très illustratifs dans leur diversité, parce qu'ils sont quand même singulièrement différents, les 3, des problématiques qui traversent notre champ, notre secteur, notre domaine. Première entrée dans le sujet, la question du business model, nous disait Stéphanie tout à l'heure. Alors, soyons clairs, on va utiliser un vocabulaire d'entreprise, on est dans le champ de la gestion, du management, donc on n'a pas l'état d'âme pour utiliser ce vocabulaire, mais on sait bien que nos établissements, ils ne sont pas là pour faire de l'argent. Ils ont besoin de ressources, ça vient d'être dit avec énormément de clarté. Donc on ne va pas travailler pour l'actionnaire, là. On va chercher à faire rayonner l'établissement, à augmenter son attractivité, la qualité de ses enseignements, son rayonnement intellectuel et scientifique, etc. Alors, pouvez-vous nous parler de la structure de votre business model, d'où vous prenez vos ressources, quels sont les accélérateurs que vous pouvez espérer avoir, là où vous dépensez plus de ressources, par rapport à votre portefeuille d'activité. Et donc,
on va parler des choses usuelles. Est-ce qu'en formation, on va dire première, pour faire court, vous équilibrez, vous êtes amené à devoir dépenser plus que ce que cette activité vous rapporte en tant qu'établissement? 2, les masters, Master of Science en Management, à distinguer des MBA. 3, l'executive education, dont on sait qu'elle est traditionnellement la source de revenus propre la plus importante dans certains établissements, mais pas nécessairement partout. Quid de la recherche? Est-ce qu'il y a des contrats de recherche qui permettent d'alimenter un peu aussi, ou est-ce que c'est, non pas un puissant fonds, mais un lieu d'investissement assez conséquent, ce que c'est en général? Et puis 5, quid des donations? Où en êtes-vous des donations? Au-delà des donations à venir, qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant? Voilà en gros, donc, premier thème sur le business model. Jérôme. Oui, donc sur la structure de nos ressources, comme je vous l'avais indiqué, elle est très liée à la structure de nos étudiants, hein, puisqu'on a essentiellement des ressources qui viennent de nos activités de formation continue, de nos activités d'apprentissage. Nous avons très peu de ressources sur la formation initiale, donc notre modèle financier il est relativement simple, c'est que la formation continue et la formation en apprentissage mentionne la formation initiale qui par définition est déficitaire. Et qui finance aussi l'autre activité, puisqu'on a quand même une activité de recherche, qui est elle aussi une activité qui est structurellement déficitaire. Je crois que le centre de recherche de l'IAE touche une subvention de l'État annuelle qui doit être de 25 000 €. Donc vous pouvez faire l'écart, c'est-à-dire en gros vous payez 10 colloques par an avec la subvention de recherche, et ensuite il vous faut du personnel, il faut rémunérer les chercheurs, il faut financer les traductions, les colloques, etc. etc. Donc nos principales sources de financement, c'est bien la formation continue et l'apprentissage. Sur les donations, nous ne sommes pas présents du tout sur je ne sais pas si on appelle ça un marché des donations. Nous n'y avons jamais été traditionnellement. Ça fait partie des perspectives. Je pense que Bernard Ramanansou sera mieux placé que moi pour en parler, mais la culture des anciens qui reversent de l'argent aux établissements n'est pas particulièrement développée dans notre pays. Il est vrai que nous n'avons jamais mené d'action particulière en ce sens. Sur les évolutions de nos ressources, elles passent par une évolution à la fois des activités, et elles passent aussi par le montage, alors à la fois de chaires, puisque nous on a commencé à lancer une première chaire, il y a une deuxième chaire qui est en phase d'ouverture, où effectivement on va financer de la recherche à partir de financements par les entreprises. Alors ceci dit, c'est un marché qui est très encouragé, notamment au travers des fondations, par l'État au travers de la loi LRU, mais c'est un marché qui n'est pas un marché extensif à l'infini en termes de rémunération, puisque tout d'un coup, toutes les universités, toutes les écoles ont découvert qu'il fallait faire une fondation, financer des chaires. Simplement, il n'y a pas une enveloppe extensive de la part des entreprises pour financer. Et pour mener des négociations en ce moment, je ne perçois pas que les 2 prochaines années soient particulièrement favorables pour trouver des financements de cette nature, même si, bien sûr, notre stratégie s'inscrit non pas à 2 ans, mais à plus ou long ou moyen terme. Je ne perçois pas particulièrement de prévision d'augmentation des ressources qui sont fournies par l'État. Donc, en tant qu'établissement public, même si nous percevons de la taxe d'apprentissage de façon relativement importante, il est clair que nous ne sommes pas suffisamment bons sur tout ce qui est le fundraising, et que c'est une activité que nous devrons développer de façon beaucoup plus marquée à l'avenir. Je ne sais pas, parce que tu as posé beaucoup de questions, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à tout. Globalement, si. Tu pourrais y revenir si tu le souhaites. Laurent, pour Dauphine. Bon, je vous fais l'étudiant à 7 500 € par an, fois 8 000, 8 500 étudiants, et donc on sort un budget à 56-60 millions d'euros, tout compris, y compris donc bien évidemment les traitements des fonctionnaires. Ça vous donne un ordre de grandeur. Un élève de classe préparatoire coûte 14 000 €. Et il y aurait d'autres benchmarks, mais qui nous feraient du mal, donc je m'arrête là. Sur la problématique financière de Dauphine, quatre remarques. Bon, la première, c'est que il y a un problème important maintenant qu'on cause fundraising, fondation, etc. C'est que le problème, c'est que les ressources s'ajoutent et ne se substituent pas.
Parce que sur le fonctionnement de notre budget, sur les 60 que j'ai évoqués, budget de fonctionnement 25 millions. Sur les 25 millions, il y a 40% de ressources qui viennent de l'État et le reste sont des ressources propres. C'est-à-dire que plus on va chercher des ressources propres, et plus l'État se désengage. Donc le problème maintenant, il n'est pas là. Il est que les ressources propres, on aille les chercher, mais qu'elles s'ajoutent et qu'elles s'additionnent. Ça pose accessoirement un autre petit problème, c'est que dans la façon dont il alloue les fonds, et je le dis avec un petit peu de gravité parce que c'est un souci qu'on a et une chose qu'on regarde maintenant avec beaucoup d'attention, c'est le fait qu'il y ait une certaine équité dans l'allocation des fonds publics et que lorsqu'on compare deux grands établissements comparables qui font à peu près le même métier, dont l'un a 2000 étudiants, de l'autre de plus que l'autre, il n'y ait pas une inégalité de dotation annuelle de 15 à 20 millions par an. C'est-à-dire que l'État est pauvre, mais l'État est aussi capable de donner à un établissement 20 millions d'euros de plus qu'à un autre chaque année. C'est des sommes conséquentes et des sommes qui nous interpellent en termes de distorsion de concurrence, pour dire les choses franchement. Donc on va regarder ça de très près, et c'est une situation qui, de mon point de vue, ne peut pas être durable. Alors deuxième problématique, c'est que ce qu'il faut financer maintenant, c'est le développement des établissements. Et le développement de notre établissement coûte cher. Je vais vous donner simplement une indication. Pour le contrat quadriennal, on a fait un travail de chiffrage économique de nos besoins de développement. Développement international, développement du système d'information, financement du back-office, création de nouvelles formations, recrutement des nouveaux professeurs, etc. Et on a chiffré ça sur la base d'un calcul économique. Eh bien, le total auquel on arrive est, c'est simple, dans un rapport de 1 à 10 avec ce que l'État nous donne aujourd'hui. Donc on sait que les besoins, voilà, allez, je vais vous le dire, sur la partie dont on parle, l'État nous donne 2,5 millions, c'est des besoins qu'on a chiffrés à 25 millions. C'est pas considérable, c'est pas énorme. Bon. Donc le coût de développement de Dauphine sur la base d'objectifs qui sont intéressants, mais pas non plus totalement démesurés ni mégalos, c'est 25 millions d'euros par an. Bon, ces 25 millions d'euros par an, je répète, doivent être comparés à 2,5 millions que l'État nous donne aujourd'hui sur la partie du contrat concernée par ces objectifs. Donc on est dans un rapport de 1 à 10 entre ce que sont nos besoins de développement et ce que l'État donne aujourd'hui. Et quel est le problème? C'est que, bien évidemment, l'État n'a pas d'argent, ça tout le monde le sait, mais qu'en outre, la problématique du financement public, outre les problèmes d'inéquité que j'ai évoqués, c'est de dire, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'argent. Et on n'est pas une fac à problème. Et c'est terrible de ne pas être une fac à problème, parce que vous n'avez pas de besoin de financement puisqu'il n'y a pas de problème. Bon. Troisième remarque sur le financement, c'est donc que, Jérôme l'a bien évoqué, on va chercher des ressources propres. Sur ces ressources propres, la première que l'on a développée et qu'on souhaite bien développer encore, c'est la formation continue. Bon, et là-dessus, on est présent, on est actif, et nous allons en faire un objectif de développement important dans les années qui viennent. La deuxième sont les contrats de recherche et la valorisation des contrats de recherche. Et là-dessus, il y a un peu de professionnalisme à mettre parce que c'est vrai que dans l'université publique, on ne sait pas toujours faire payer le prix des choses. On va apprendre. La troisième, c'est que nous lançons, et elle a été créée, c'est presque un faire-part de naissance là, que je vous adresse, le 16 septembre dernier, la fondation Paris-Dauphine, qui est une fondation partenariale, donc une fondation qui est une personnalité morale, qui n'est pas un budget annexe de l'université, qui n'est pas destiné à combler les trous du budget de fonctionnement, mais bien à financer le développement de l'université, et qui va donc accueillir, non seulement, bon, de façon assez classique, les donations des grands donateurs, mais aussi qui va accueillir les chaires d'entreprise. Et puis, dernier mot quand même sur les ressources propres, c'est la question, je ne peux pas ne pas en parler, à moins que je sois trop long, et auquel cas je repasse mon tour, c'est la question des droits d'inscription. Bon, c'est une question que nous avons posée à Dauphine. Nous l'avons posée tout simplement parce que nous estimons qu'il y a une valeur propre à cette université. J'ai des critères simples pour dire qu'il y a une valeur propre à cette université. Je vais vous citer deux exemples. Le premier exemple, c'est que le nombre de candidats augmente, alors que dans nos disciplines, la croissance moyenne, y compris dans les classes prépa, est flat. Il augmente de 11%. Parmi ces candidats, le niveau monte, puisque nous faisons une moyenne de leurs notes de première et de terminale. Eh bien, si nous avions dû maintenir les mêmes moyennes qu'en 2007, il aurait fallu que nous accueillions 30% de lycéens en plus en première année. Bon. Puis je vais vous donner un autre indice, parce qu'il m'a bien fait plaisir. Pour la première fois cette année, nous avons invité les parents d'élèves, les étudiants de première année, à venir à Dauphine nous écouter sur nos projets. Un certain nombre de mes collègues qui m'ont dit quand même, dégonflé, à l'université, les parents d'élèves, ça ne se fait pas, c'est plus le lycée, c'est du machin, etc.
Bon, on a tenté le coup, on leur a envoyé un carton pour les inviter le vendredi soir à 19h. C'était pas non plus un horaire folichon. Eh bien, nous avons eu, sur 850 familles concernées, nous avons eu 600 parents qui sont venus. C'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous croyez qu'ils seraient venus à Tolbiac? Garde malade, personne à Tolbiac, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont fiers que le gamin soit là, et ils viennent voir, comme ils viennent, parce qu'on a piqué l'idée à Ramanonsou et aux autres, comme ils viennent dans les écoles, parce qu'ils sont contents que le gamin y soit. Bon, ça c'est là. Est-ce que tu peux d'ailleurs rappeler le nombre de dossiers déposés en première année à Dauphine? Je vais donner des secrets de fabrication là. Hein. On a, oui, non, non, ça c'était pour dire que Dauphine a de la valeur. Et que ce qui c'est ce qu'elle essaie de te faire dire là encore, hein. Mais je vais revenir ensuite sur le chiffre. Et que ce qui a de la valeur a un prix. Bon, donc qu'est-ce qu'on a? Alors non, je termine quand même là-dessus, c'est un truc important. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une commission du conseil d'administration pour travailler sur un système de financement de droits de contribution complémentaire des étudiants, limité, redistributif, démocratique, tout ce qu'on veut. Puis on a fait un vote au conseil d'administration, un vote à bulletin secret pour être sûr qu'il n'y ait pas une pression insupportable du président sur les 60 membres du conseil d'administration. Et le CA a adopté notre système à 84%. Donc la communauté dauphinoise s'est prononcée en faveur de ça. Donc nous y sommes prêts. On a juste un problème qui est un problème, je dirais, d'acceptabilité politique, mais pas locale, d'acceptabilité politique nationale. Mais quand je dis que les ressources s'ajoutent, c'est que notre système était capable d'apporter 5 millions d'euros complémentaires chaque année au budget de l'établissement. Pour nous, c'était considérable. Nous en sommes aujourd'hui privés. Mais voilà, c'est tout. Je passe là-dessus. Dernier problème quand même qu'on n'évoque jamais quand on parle de budget, parce que notamment dans les budgets publics, ça n'apparaît pas, mais ça apparaît dans les projets d'HEC et ô combien. Et là, il faut reparler de la Chambre de commerce et d'industrie, Bernard. C'est la question du foncier et de l'immobilier. Bon, eh oui. Bon, et en termes de développement et de croissance, pour nous, bon, il y a l'argent pour recruter l'International Faculty, etc. Mais il y a aussi l'argent pour mettre les locaux aux normes et s'étendre. Parce qu'on a un vrai problème. Là, on explose dans nos locaux. Notre croissance, notre développement est limité par ça. Et le problème de l'immobilier est évidemment un problème absolument crucial. Bon, il faudrait rajouter le coût de l'immobilier au budget des établissements. Bon. Je n'ai pas répondu à la question, mais c'est un peu exprès. Oui, on a bien compris. Merci Laurent. On se tourne vers Bernard, le riche de service, n'est-ce pas, et qui va nous faire pleurer en faisant des comparaisons internationales. C'est inévitable. Allez, la structure de tes ressources, Bernard. Alors, je suis content de voir que tu lis mes interviews à l'AEF, puisque en effet, j'avais donné une interview à l'AEF sur le thème « Ceux qui disent que nous sommes riches n'ont jamais été à l'étranger ». Donc, voilà, et je crois et je maintiens. Alors, d'une façon générale, si on est intéressé par la concurrence mondiale, c'est tout. Pour répondre à ta toute première question, aujourd'hui, il n'y a aucun segment qui est profitable ou qui va le rester dans les 5 ans qui viennent, à cause d'un accroissement de position concurrentielle. Il n'y a aucun MBA dans les meilleurs MBA du monde qui gagne de l'argent. Mais toutes les grandes institutions ont besoin d'un MBA, veulent un MBA pour exister parmi les copains. C'est en train, je le fais dans l'ordre, ensuite c'est sur l'executive education. Sur la formation continue aujourd'hui, c'est de plus en plus coûteux parce que les clients, que ce soit des clients individuels ou des clients entreprises, sont de plus en plus exigeants. D'abord, maintenant, ça passe de plus en plus en ce qui concerne les entreprises par leur service des marchés, donc ça veut dire ce que ça veut dire, et ils veulent à la fois des profs vedettes un peu gourous, donc il faut payer très cher, des professeurs qui ont une expérience dans l'entreprise, et donc quand on additionne, et du coaching. Et donc quand on additionne tout ça, ça coûte de plus en plus cher, et c'est de plus en plus concurrentiel, donc c'est pas appelé. Et troisième segment, le pré-expérience, les masters, bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en train de devenir un segment hyper concurrentiel et sur lequel, à terme, on ne gagnera pas d'argent, ne serait-ce qu'à cause des bourses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aucune business school au monde n'est cotée en bourse. Il faut quand même se dire que si ça pouvait être un jour un business profitable, on en verrait quelques-uns qui seraient quand même probablement équivalents à coter en bourse, en tous les cas, qui auraient des réactions. Vous allez me trouver quelques-uns à Bordeaux, enfin l'INSEC et autres, mais c'est quand même exceptionnel et dans les grandes, il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas 500 solutions, il y en a 2.
Une, c'est les frais d'inscription. C'est une chance que l'on a, nous, Français, par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'on a une grande marge de progrès. Bah oui, c'est énorme en termes de ce qu'on appelle en avoir sous la pédale. Alors ça te fait transpirer, hein, mais je vous rassure, ça me fait transpirer aussi. Donc c'est un exercice qui est évidemment redoutable. Je parle pour la partie pré-expérience, mais les frais d'inscription, c'est quelque chose qui peut être humain. Et la deuxième chose, c'est le fundraising. C'est évident. Pourquoi les grands se sont mis au fundraising il y a longtemps? C'est parce que sur le reste, ils savent. Alors après, c'est la poule et l'œuf. Comme ils ont du fundraising, ça leur permet de définir la structure de marché, la structure de prix pour les profs, pour les tuition fees, etc. Et donc, du coup, voilà. Mais du coup, tout le monde va se mettre au fundraising. C'est une bonne nouvelle, même si évidemment, on va se marcher un peu sur les pieds dans un premier temps. Alors, sur cette histoire du fundraising, je crois qu'il y a 2-3 points qui sont importants. D'abord, je crois que là aussi, on en a beaucoup sous la pédale, c'est-à-dire on n'a pas encore fait grand-chose. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, la Fondation HEC a levé, ou va lever, là, en 2008, 8 millions d'euros. Elle ne va pas tout nous redistribuer dans les 8 millions d'euros, hein, donc, mais elle va lever 8 millions d'euros. C'est une fondation de stock ou de flux? Non, mais justement, si elle ne nous reverse pas tout, c'est qu'elle veut faire du stock. Hein. Donc, c'est... à 50-50 à peu près? L'objectif aujourd'hui, c'est de faire à 50-50. Hein. Aujourd'hui, elle est plutôt vers le flux, mais... La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on assiste aujourd'hui probablement à un glissement, mais là aussi on est en train de s'aligner sur le modèle de ceux qui sont partis il y a un demi-siècle, c'est-à-dire que jusqu'à présent le fundraising venait beaucoup de la part des entreprises, et il est en train de se déplacer en pourcentage vers les individus. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que tu parlais à juste titre de il ne faut pas qu'il y ait de la substitution. Et quand on fait du fundraising auprès des entreprises, il y a de plus en plus une demande de contrepartie. Alors soit la contrepartie, on l'a déjà et on peut, si je puis dire, vendre une deuxième fois un truc qu'on avait déjà et qu'on aurait fait de toute façon, soit on est obligé de développer, d'utiliser une partie de ce qui est donné pour du développement. Et pour parler là aussi d'un absent qui est l'INSEAD, l'INSEAD a beaucoup souffert, il y a prescription maintenant, il y a quelques années de ce type de montage, puisque les entreprises versaient progressivement, mais demandait en échange assez vite de voir un certain nombre de choses. Et donc finalement, c'était l'INSEAD qui préinvestissait. Donc c'est un exercice auquel il faut faire très attention sur ce point. Et puis dernier point, qui est très important aussi, tout à fait, c'est ce que vient de dire Laurent, sur on va dire le dur, sur l'immobilier. Ça aujourd'hui, on est complètement à la rue, y compris HEC, par rapport à la concurrence. London School of Economics ouvre un nouveau bâtiment au centre de Londres. Bocconi ouvre un nouveau bâtiment au centre de Milan. Instituto di Impresa et IEC ont fait des nouveaux bâtiments. Et nous, on spécule sur la rente probable des plans campus divisés entre 20 établissements. Je vous laisse faire à titre d'exercice le calcul mental de ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne suffira évidemment pas. Et donc là, on a un grand problème aussi. Ça ne veut pas dire qu'il se substitue à la question du recrutement des profs et au recrutement des élèves étrangers, mais on a en plus tous, alors certains sont plus mal lotis que d'autres, mais je devrais dire sont encore plus mal lotis que d'autres, mais il y a un problème d'investissement immobilier, et c'est vrai, ce que tu me tendais une perche, c'est vrai, que je suis content que la Chambre se soit engagée pour 100 millions d'euros. C'est vrai, c'est pas, voilà. Tu le dis très fort pour pas qu'il se rétracte. Voilà, absolument, je vois que tu me connais bien. Mais ça ne suffit pas, il faudra non seulement que je le dise très fort, mais très souvent. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un autre des 4 thèmes de Stéphanie, puis on aura un round de questions, et après on prendra les 2 autres thèmes. D'accord? Donc, après la question du business model, on a parlé sous. En fait, c'est intéressant de leur faire parler un peu de leur tripaille interne, comment ils s'équilibrent, comment ils s'en sortent, et ils nous disent tous qu'ils ont du mal, mais bon, enfin oui, c'est difficile. Les marchés. Quels sont les marchés que vous visez? Et par marché, on a déjà entendu des choses. Hein. Vous avez parlé du marché côté ressources des profs. Et il y a un marché amont là derrière qui est le marché des doctorants. Il faudrait aussi en parler un peu. Puis vos clients du côté des étudiants. Bernard m'a glissé un mot au sujet de la mise en concurrence d'institutions quand
des admis cherchent à obtenir des réductions sur les droits d'inscription ou même mieux des bourses pour vivre. Le marché de la formation continue, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous anticipez avec ce qui est en train de se passer dans l'économie, et virtuelle et réelle, et financière et réelle? Le marché des contrats, est-ce qu'il y a un marché des contrats de recherche dans nos domaines? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses à construire là-dessus? D'une façon générale, le marché des relations avec les entreprises, et puis le marché des donations dont Bernard vient de parler. Donc il y a différents marchés auxquels vous êtes amené à vous adresser. Pouvez-vous au passage quand même revenir un peu sur quelque chose qui a déjà été évoqué comme un marché tendu pour vous, qui est celui du recrutement et des promotions des profs dans un brassage de talents qui devient plus international et où les denrées sont visiblement rares avec les mécanismes qui ont été évoqués. Qui veut commencer? Je suis un peu moins directif. Jérôme? Je ne suis pas sûr d'avoir tous ces... Alors sur le marché des enseignants-chercheurs, alors un peu comme l'évoquait tout à l'heure Laurent, en tant qu'établissement public, pour ceux qui connaissent la partie universitaire, on est très réglementé sur la façon dont nous recrutons, puisque nous avons des procédures relativement lourdes, donc la qualification après le doctorat et par le CNU, et puis ensuite des commissions, enfin maintenant des comités de sélection qui sélectionnent les candidats. Et puis, donc, c'est cette personne qui a fait une bonne thèse, puisqu'elle a été qualifiée par le CNU, et puis une très bonne thèse, puisqu'elle a été recrutée chez nous, va être embauchée à 1 800 € net par mois pour faire cours en anglais, publier dans des revues internationales, se déplacer. Des heures complémentaires, il y a des choses qu'on peut rajouter? Après, on peut rajouter des choses, des heures complémentaires, etc. Mais quand vous partez d'un salaire de base de 1 800 € net, si vous voulez arriver à avoir un salaire concurrentiel, je sais bien que les autorisations de cumul ont été levées depuis les dernières modifications, mais enfin, il y a quand même une marge relativement importante. Et puis, si j'élargis au-delà de mon établissement, ce que peut-être, compte tenu de ma structure de ressources, proposer l'IAE de Paris, je ne suis pas sûr d'être très représentatif de ce que peut proposer l'université en général pour offrir des carrières attrayantes. Et puis ensuite, vous allez vous engager et puis devenir professeur, éventuellement après un concours d'agrégation. Et donc après le concours d'agrégation, vous devez gagner à peu près 2800 ou 2900 € net. Donc là, vous avez déjà 40 et quelques années, et puis ainsi de suite. Et puis, si tout se passe bien, vous finissez tout en haut au deuxième échelon de la classe exceptionnelle, c'est-à-dire 10% à peu près. Et là, vous devez être, je ne sais plus, à 5000 € net ou 5500. Enfin, comme je ne suis pas à classe exceptionnelle, deuxième échelon, je ne connais pas exactement, mais vous êtes dans cet ordre de grandeur. Alors bien sûr, on peut rajouter des choses qui sont liées aux activités de formation continue, mais globalement, en termes de salaire, nous ne sommes pas directement concurrentiels. Alors on peut ajouter des systèmes incitatifs. C'est pas excessivement simple dans le secteur public d'ajouter des systèmes incitatifs. On peut monter des fondations pour ajouter des rémunérations, on peut faire un certain nombre de choses, mais c'est pas excessivement simple. Donc en termes de marché des enseignants-chercheurs, on arrive avec une offre qui n'est pas exceptionnelle, et puis on a un marché, comme l'évoquait Bernard tout à l'heure, où on a un déficit d'offres. Et on a une demande, alors je crois que les chiffres qui circulent sans trop jamais savoir d'où ils sortent d'ailleurs, c'est en gros un déficit de 1500 enseignants-chercheurs en gestion en Europe, et puis à peu près autant aux États-Unis. Donc vous avez un marché déséquilibré. Et on n'est pas les meilleurs offreurs sur le marché. Donc il faut qu'on propose autre chose. Alors moi, dans mon établissement, ce que je propose, c'est que nous sommes une petite structure, et on est une structure dynamique avec des projets stratégiques qui avancent, qui bougent, et donc je propose aux gens de venir rejoindre un projet. Plus que de venir, de dire vous venez à la Sorbonne, à l'IAE de Paris, c'est bien aussi, mais c'est de dire vous venez retenir un projet, on est là aujourd'hui, on sait où on veut être dans 5 ans, voilà nos projets, voilà ce que vous pourrez faire chez nous. Donc c'est ce que nous proposons au-delà des aspects financiers, et théoriquement, je ne sais pas si c'est forcément partagé par tout le monde, lorsqu'on rejoint l'université, on rejoint aussi le service public, et on est censé avoir un sens du service public qui va avec. Là aussi, avec un problème de définition de ce sens du service public. Donc c'est un problème, le marché des enseignants-chercheurs. C'est un réel problème, c'est un problème qui s'accroît parce que les rémunérations ont tendance à augmenter de façon beaucoup plus rapide que l'inflation, en particulier dans certains domaines.
On ne va pas citer parce qu'après, enfin à part la finance, puisque je suis professeur de finance, donc comme c'est là où ça s'accroît le plus vite et où c'est le plus cher. Mais sinon, Oui. pour le moment, oui, je ne suis pas sûr, il y a besoin de solutions maintenant. Donc, voilà, donc sur le marché des enseignants-chercheurs. Un deuxième marché tendu sur lequel l'attraction des étudiants, la formation continue est très bagarrée. Oui, alors comme l'évoquait Bernard aussi juste avant, et puis je vois que Dauphine veut développer fortement la formation continue, donc ça ne m'arrange pas parce que je suis un des principaux acteurs sur la région parisienne. Le marché de la formation continue est un marché tendu, qui est très tendu depuis une quinzaine de jours, puisqu'il y a des annulations de plans de formation en cascade dans les entreprises. Et donc on voit arriver la promotion où il y a 10 étudiants de moins que prévu qui avaient confirmé parce que tout simplement les entreprises ont coupé la charge variable qui est la formation. C'est très facile à faire et ça va très vite d'annuler les plans de formation. Donc c'est un marché tendu parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Alors nous on a un avantage qui est un avantage de rapport qualité-prix, puisque je pense qu'on offre une très bonne qualité de prestation et on est moins cher que les autres. Ça a toujours été notre stratégie, que parfois on qualifie de dumping. Je vois que Bernard, avec qui on est sur certains, pas surtout, hein, je vais dire que sur certains créneaux nous sommes en concurrence, oui, trouve que je fais du dumping, effectivement, de ce point de vue. Voilà. Merci. Bernard, Alors je vais aggraver le paysage. tu appuies sur le bouton. Je vais aggraver le paysage pour ne pas répéter. En fait, sur les profs, il y a en plus c'est encore plus compliqué, plus violent que ce que disait Jérôme, parce qu'il y a non seulement les conditions, on va dire, de salaire, avec la question du variable, il y a une autre question qui est la question du plan de charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants demandent un allègement de plan de charge pour pouvoir se consacrer à la recherche, sachant que c'est à travers la recherche qu'ils vont garder leur valeur marchande. Et donc, ça complique la donne, financièrement évidemment, mais plus que financièrement, à travers les systèmes potentiels d'accréditation, voire dans les classements, parce qu'il émerge de temps en temps, et souvent dans les systèmes d'accréditation, le taux d'encadrement. Et donc la réponse souvent lapidaire consiste à dire mais prenez donc des vacataires pour faire les heures de cours que ne peuvent pas faire les enseignants-chercheurs, et quelque chose qui peut conduire nos institutions à se faire qualifier de professional school, ce qui est une grande insulte dans le cadre de l'AACSB, par exemple. Et donc c'est un problème qui complique la donne, notamment en termes financiers derrière ça. Et puis il y a, Jérôme parlait de la complexité pour attirer des collègues, il y a une hyper-complexité à les garder. Et ça, certains d'entre vous m'ont déjà entendu dire que c'est une de nos grandes faiblesses par rapport au club de foot, c'est que nous, on ne peut pas revendre quand ils partent. Et donc, on peut se retrouver dans une situation très dangereuse où on paye très cher des collègues jeunes, etc. Certains d'entre eux vont beaucoup publier et d'autres vont énormément publier. Et on peut se faire piquer au bout de 5 ans ceux qui ont énormément publié par d'autres institutions, qui n'ont pas fait les frais de démarchage au départ, qui ne font pas les frais, on va dire, de développement. Et c'est très facile à capter puisqu'on sait, enfin, je veux dire, c'est un marché totalement efficient, on sait combien de revues de telle catégorie a publié Dupont, Durand ou Smith. Et donc ça, c'est un autre enjeu qui est très compliqué. Alors sur la formation continue, je confirme ce qu'a dit Jérôme. Et là où je veux dire simplement que c'est encore plus compliqué, c'est que si vous regardez les mouvements stratégiques, il y a une question, enfin, je me pose une vraie question aujourd'hui. Je vois des grands Européens qui sont en train de s'implanter dans certaines parties du monde pour la formation continue. L'INSEAD et London Business School s'implantant visiblement aujourd'hui très fortement. Alors je sais que d'autres Français l'ont fait, mais quand je vois les moyens que sont en train de mettre l'INSEAD et London Business School dans les pays du Golfe, il faut que je comprenne exactement pourquoi. Et donc visiblement il y a une nouvelle tension à travers les nouvelles implantations. Une question de suivi. Est-ce que ce que tu décrivais sur le besoin d'allègement de charges pour faire un package aux jeunes docteurs qui arrivent, internationaux comme tu l'évoquais tout à l'heure, et qui veulent pouvoir publier, et ça vous arrange bien parce qu'ils vont publier, vous avez aussi besoin de publication dans les logiques de ranking, est-ce que ça veut dire que s'ils ne sont pas trop dans la salle de classe,
vous envisagez d'avoir des profs chercheurs d'un côté, des profs enseignants de l'autre, au-delà de recourir à des vacataires? On sent le gars qui ne gère pas une institution là dans la question. Je parle de toi. Alors, réponse en deux temps d'abord. D'abord, une correction par rapport à la petite vanne que tu as lancée là, en disant « et ça vous arrange bien pour les rankings ». Dont acte. Merci. Mais là où ça nous arrange bien, non mais tu as fait semblant de ne pas le voir, là où ça nous arrange fondamentalement, c'est que pour pouvoir continuer à recruter des profs internationaux, il faut être capable non seulement de leur offrir des conditions, on va dire, de rémunération au marché international, il faut surtout, et presque plus, être capable de leur offrir une équipe qui tourne et qui existe déjà. Et ça, c'est majeur, et c'est fondamental, et c'est infiniment plus important que la question des rankings. Être capable d'avoir des équipes qui tournent, ça permet de recruter quelque part plus facilement. Alors évidemment, ça ne permet pas de recruter à la moitié du prix du marché, mais ça permet. Et à l'inverse, dire à un gars qui passe par hasard, même s'il est très bon, quand il arrive et qui dit alors avec qui je vais travailler, et si on lui dit ben justement on est en train de vous recruter parce qu'on voudrait que vous développiez la machine, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Et donc ça c'est un véritable enjeu. Alors après la deuxième question, non. Enfin, en tous les cas, pas massivement. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de développer progressivement des gens qui vont au début faire beaucoup de recherches et ensuite vont s'intéresser à la formation continue. Parce que alors ça peut se faire à petite dose, à dose homéopathique, mais sinon, avoir une catégorie de profs chercheurs de grand niveau, et puis à côté des profs pédagogues, et en même temps, essentiellement tournés vers la formation continue, c'est créer une tension difficile à gérer dans une institution, puisque les grands chercheurs regardent les autres comme des analphabètes, et les analphabètes regardent les autres en disant « heureusement qu'on est là pour te faire vivre ». Donc très rapidement, on a deux catégories de citoyens, et je le recommande à personne. Il a du mal à se loger dans l'environnement assez agréable de Dauphine. Tu leur dis quoi quand ils viennent te dire « mais on ne va pas pouvoir vivre ici » ? Bon, mon cher Thomas, on ne va pas se la jouer. Si mes collègues m'entendaient causer marché, Marie-Agnès, ne le répète pas quand on va rentrer, ça serait difficile. Non, mais sérieusement, je crois, oui, on est sur un marché. Bon. On est sur le marché national. C'est-à-dire qu'on est encore capable de convaincre quelqu'un d'arbitrer entre, et pas forcément d'ailleurs encore dans toutes les disciplines, hein, faut pas non plus, mais bon, d'attirer des Français ou des locaux pour qu'ils viennent à Dauphine plutôt qu'ailleurs, aussi bien des étudiants que des professeurs. On est sur le marché domestique et on est bon sur le marché domestique. Pour le moment. Jusqu'au moment où les domestiques, les nationaux, vont juger la qualité de l'établissement sur son attractivité internationale. Parce que l'enjeu de l'internationalisation, c'est pas seulement d'être capable de prendre des bons là où ils sont, et il y a de fortes chances qu'ils soient ailleurs qu'ici, donc c'est bien d'aller les trouver et les chercher et les prendre, mais c'est aussi de faire en sorte que parce qu'on est capable de les ramener, ceux qui sont ici viennent chez nous et n'aillent pas ailleurs. Bon. Et ça commence à se faire chez les étudiants français, de faire des arbitrages, c'est peut-être pas ceux qui le font le plus culturellement et pratiquement, mais de faire des arbitrages comme ça, en regardant l'attractivité internationale de l'établissement et en la comparant à d'autres. Bon. Mais pour le moment, on est encore dans le jeu national. Bon. Et je dirais qu'on subit le marché international. Et tout l'enjeu pour nous, c'est pour ça que je ne veux pas raconter des histoires et des salades, tout l'enjeu pour nous, c'est de savoir si on est capable ou pas de rentrer sur le marché international. Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'on a un bon modèle, parce qu'on a des réserves de financement considérables qu'on n'a pas utilisées. Si on enlève les freins et si on libère la possibilité de le faire, il y en a qu'on peut activer sans rien demander, il y en a d'autres qu'il va falloir obtenir de haute lutte, mais on a des réserves de financement. Et puis parce qu'il y a quand même quelque chose, chers amis, dont il va falloir parler avant que la séance ne s'achève, c'est que on n'est pas que dans la croissance organique. On n'est pas que dans la croissance organique. Pendant que les riches caracolent en tête et se développent avec des moyens que nous leur jalousons, je le dis Bernard,
tu me mets dans les riches, tu recommences. Les riches domestiques. Ah oui, d'accord, oh, je donne le concept. Les riches nationaux. Bon, il y a un certain nombre d'institutions qui ont quand même un peu des problèmes similaires aux miens, et qui sont en France ou à l'étranger, et qui vont bien être obligés de chercher des solutions semblables aux miennes. Et donc, il y a des perspectives de consolidation qui sont des perspectives intéressantes. Et comme le dit le livre, au royaume des cieux, les derniers seront les premiers. Je me dis qu'au fond, ce qu'on ne peut pas obtenir par la croissance organique, d'une façon ou d'une autre, la croissance externe, d'un certain point de vue, avec des formes très diverses, permettra de rentrer dans le jeu. Sur le reste, je me suis exprimé. Un mot sur la formation continue. L'évolution est rapide. Nous, traditionnellement, on est opérateur, c'est-à-dire qu'on monte des programmes et on les exécute. Bon, je peux dire que clairement, l'évolution maintenant, je ne sais pas si on va franchir le pas, mais la question est posée, c'est de ne pas être seulement un opérateur direct, mais d'être en réalité une sorte de garant de qualité, d'accréditeur de qualité, d'accompagnateur, etc. C'est-à-dire que ce qui se vend, ça n'est plus seulement l'acte de formation, c'est aussi la marque. Alors attention, à ne pas la vendre à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition, mais ça c'est clairement une évolution, oui je peux le dire. C'est-à-dire que, y compris le marché de la formation continue, suppose maintenant de tels investissements qu'il y a quand même un certain nombre d'investisseurs qui font de la rentabilité là-dessus. Bon, et donc, là encore, les opérations d'alliance et de partenariat peuvent compenser des faiblesses initiales.